Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La question de la formation professionnelle des jeunes pour faciliter leur insertion sur le marché du travail préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le gouvernement qui a dédié un sous-secteur à cet effet pour donner la formation de qualité à nos jeunes afin qu'à la sortie, qu'ils puissent avoir les compétences et les capacités nécessaires pour se prendre en charge, entreprendre. À cette rentrée scolaire 2023-2024, le sous-secteur nourrit de grandes ambitions parce que beaucoup de réformes sont faites et on espère que les jeunes vont recevoir une formation de qualité pour, comme je le disais, faciliter leur insertion professionnelle. Et pour en parler, j'aurai à vous présenter deux directeurs. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler des réalités de l'enseignement technique, de toute la formation professionnelle qui se fait dans ce sous-secteur pour faciliter à la sortie l'insertion professionnelle des jeunes, j'ai à mes côtés deux directeurs. De ma gauche vers ma droite, Monsieur Wolou, il est le directeur des statistiques de la recherche et de la planification, la DSRP. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel Tonnier. Alors, avant que je ne présente votre collègue, oui, dites-nous, la DSRP, quelle est sa mission dans le sous-secteur? La DSRP, entendu Direction des statistiques de la recherche et de la planification, a pour mission donc de développer le système d'information en matière d'ITFP et de développer les politiques et stratégies, mais aussi de planifier ce que doit devenir l'ITFP. Alors, ça veut dire que le décideur doit se servir des données que vous présentez pour orienter et pour rénover, etc., etc. Exactement. Nous sommes un peu l'éclaireur pour le décideur. Okay. Vous faites aussi l'évaluation du secteur? Exactement. Puisqu'il faut mettre en œuvre, il faut évaluer, il faut suivre, évaluer. Et c'est à partir de ça que nous avons toutes les formations qui nous permettent donc d'édifier le décideur quant à la prise de décision. C'est ça. Alors, à ma droite, j'ai l'inspecteur et directeur. Il est inspecteur d'abord et directeur, M. Nikwe. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Marcel. Alors, vous êtes le directeur de la formation professionnelle. Quand on parle de formation professionnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre direction? Les téléspectateurs veulent bien connaître. Bon, d'abord, je dirais que la direction de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, a pour mission de traduire dans les faits, de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et apprentissage. Voilà. Et ça veut dire que si on doit retrouver ce que vous faites concrètement, on doit aller dans un centre de formation? Oui, aller dans des centres de formation pour voir les réalités qui se passent, ce que nous faisons en théorie comme en pratique. Tout à fait. Oui. Alors, je le disais tantôt, le gouvernement tient à ce que les jeunes qui sont intéressés par la formation professionnelle aient une éducation de qualité. Et nous allons dans un instant écouter le ministre Audin, qui est en charge de ce sous-secteur, et il va nous dire la vision de l'État en matière de formation professionnelle. La vision du chef de l'État pour l'ITFP est claire. Et il faut former des gens capables de créer des emplois et d'être employés, parce que la feuille de route aussi indique que d'ici 2025, que nous puissions insérer 80% de nos sortants de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Voilà donc les défis. Nous sommes en train de réfléchir, d'élaborer les stratégies pour répondre à l'augmentation des capacités, pour répondre à la qualité de la formation et également répondre à cet indicateur d'insertion technique et professionnelle de nos élèves qui sortent de l'ETAP. Nous travaillons également pour que les apprentis qui auront leur CFA,
qui sortiront de l'apprentissage puissent également être accompagnés dans leur insertion. Les évaluations faites avant la feuille de route ont montré que l'enseignement technique n'occupe que les 6% des jeunes du secondaire. Et donc, il nous a été demandé d'ici 2025 que nous puissions accueillir au moins 10% au lieu de 6% des jeunes du secondaire. Le ministre l'a si bien dit, hein, il faut insérer 6% des jeunes. Est-ce qu'on est toujours à ce pourcentage? On était à 6%. Lorsqu'on prend donc 100 élèves du secondaire de notre système éducatif, il n'y a que 6 qui sont inscrits à l'ETFP. Mais aujourd'hui, des efforts sont faits avec toutes ces réformes dont il parlait. Nous sommes déjà pour cette année 2022-2023 à 7,5%. Ce qui veut dire qu'il y a la tendance qui commence par être renversée, ce qui est une bonne chose. Nous disons donc que les jeunes commencent par comprendre la nécessité de se faire former pour échapper donc au chômage ou pour en sortir. Vous demandez un peu la configuration de notre ministère aujourd'hui. Nous sommes un ministère délégué donc au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et nous sommes en charge de l'enseignement technique, tout dernièrement aussi de l'artisanat, mais l'artisanat vient de rejoindre donc le commerce, comme vous le savez. Notre ministère est composé d'un cabinet et puis des services rattachés au ministre qui sont au nombre de 3. L'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel. Il y a un fonds qui appuie donc le ministère ainsi que les entreprises dans la formation, le FONAPP. Il y a un conseil supérieur de l'enseignement technique de la formation professionnelle et nous avons 7 directions, dont les nôtres, la DSRP et la DFPA ici présents. Et donc voilà, les autres directions, il y a la direction de la pédagogie des programmes qui s'occupe donc de développer les curricula, qui permettent donc de faire la formation. Le directeur qui est là, la DFPA, s'occupe de la formation professionnelle, une composante importante de l'ETFP. Il y a la direction de l'enseignement secondaire technique qui s'occupe de l'enseignement technique pour les formations qui conduisent au bac. Voilà. Et puis, nous avons aussi la direction des examens et des concours pour l'évaluation. Et il y a aussi la direction des ressources humaines, la direction des affaires financières. En tout cas, ça a fait 7 directions centrales. Voilà. En plus, les 3 directions rattachées dont je venais d'énumérer. Voilà un peu la configuration aujourd'hui. Au niveau du déconcentré, pour terminer, nous avions au moins 7 structures de concentrés que sont les inspections d'enseignement technique de formation professionnelle qui sont un peu nos relais au niveau des concentrés et qui se trouvent dans toutes les régions administratives. S'il y en a 7, vous savez, il y a 6 régions administratives. S'il y en a 7, c'est parce qu'au niveau de la région des plateaux un peu vaste, la région des plateaux a été dédoublée. Il y a la région des plateaux Est et la région des plateaux Ouest. Ce qui fait que nous avons au total 7 inspections d'enseignement technique de formation professionnelle. Tout à fait. Bien, merci, M. le directeur. Alors, M. le directeur Bikoué, le thème de ce numéro est consacré véritablement à comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de la formation professionnelle, les offres que vous avez, les innovations que vous avez introduites et ce à quoi on peut s'attendre quand un jeune entre en formation professionnelle à votre niveau. Très bien. La direction de la formation professionnelle de l'apprentissage, comme l'a dit mon second directeur Olo, c'est au cœur même du ministère parce que tout l'enjeu de la jeunesse se résume à ça, la formation professionnelle aujourd'hui. D'accord, comme je l'ai dit tantôt, nous avons à charge de traduire dans les faits la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous allons même à l'insertion aussi, parce que le tout n'est pas de former pour former, mais il faut former pour insérer. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. D'accord. Nous, à la direction de la formation professionnelle, nous avons au total aujourd'hui 25 établissements et centres de formation, d'accord, dont 3 centres régionaux d'enseignement de formation professionnelle, 2 collèges d'enseignement technique, un collège d'enseignement artistique et artisanal,
Nous avons aussi un CRA, le CRA ZIOR. Nous avons aujourd'hui 17 CFTP, centres de formation technique et professionnelle, répartis sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Donc, nos offres de formation, elles sont très diverses en ce sens que il y a les offres de formation qui concernent l'artisanat. Nous faisons des formations au niveau agricole, agro-silvo-pastoral, comme on le dit aujourd'hui, et nous faisons des formations en cuisine, hôtellerie, restauration, etc. Voilà. Et la DEPA, sa formation conduit soit au CAP, certificat d'aptitude professionnelle, soit au CQP, certificat de qualification professionnelle, soit au BT, brevet de technicien. Tout à fait. Voilà, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, pour vous permettre de toucher du doigt tout ce que les deux directeurs viennent de dire en ce qui concerne les centres de formation qui sont gérés par ce sous-secteur, nous allons vous permettre de suivre cet élément avec quelques directeurs. Dans la région des Savanes, nous avons les privés et le public. Nous avons 5 publics et 6 privés. Nous avons ADAPON, le CFTP, où ils forment l'électricité d'équipement et la maçonnerie. À Mango, nous avons LETP, le lycée d'enseignement technique et professionnel, qui forme en tertiaire G2, G3, en industriel un cycle long F4 et le cycle court en 4 spécialités. Il y a la maçonnerie, l'électricité d'équipement, la menuiserie et la plomberie sanitaire. Quand nous venons à Dapon, nous avons le KTP où il y a aussi les tertiaires G2, G1, G2, G3 et F3. La région de la Kara couvre pratiquement tous les niveaux de la base, en commençant par le CFA. Et nous avons maintenant les CAP classiques qui sont offerts par les structures d'État pratiquement dans 5 préfectures sur les 7 de la région. Et en plus des CAP, nous avons les BT qui forment également et de façon plus professionnelle au-delà des cycles tertiaires. Notre établissement phare dans la région, c'est le CRETFP. Nous avons aussi une spécificité dans la région par rapport à la formation en agriculture. Nous avons la chance d'avoir le centre SIDAP qui est expert en la matière. Il y a le CET Cantet qui forme en CAP, le CETPIA qui est le collège d'enseignement technique le plus grand de la région, qui forme en CAP aussi et en BT, le CRETFP qui forme en CAP. À Pagoda, nous avons un CFTP, à Bafilo, nous avons un CFTP. Dans Bassar, nous avons la chance d'avoir 2 CFTP, le CFTP de la ville, Bassar même et celui de Sanda. Le profil des sortants de ces centres de formation professionnelle est conditionné par le rôle déterminant que joue l'Institut national de formation professionnelle INFPP et d'autres directions en charge de la révision curriculaire. L'Institut est accompagné par le projet CAPE de UNESCO pour renforcer davantage le volet formation des formateurs. Donc l'Institut se positionne aujourd'hui sur la question de la formation des formateurs et l'année qui vient de s'écouler a vu faire un travail sur le cadre juridique de l'institution pour le préparer davantage à œuvrer sur la question de la qualité de la formation à travers la formation des formateurs. Nous abordons déjà les questions de formation continue, mais désormais nous allons travailler sur la formation initiale des formateurs qui fait que quand tu veux être enseignant au niveau de notre sous-secteur, tu passes par une formation et c'est à l'issue de la formation que tu peux être recruté comme enseignant dans le système. C'est au fait la réforme globale qui est en cours dans le système et l'Institut, l'INFP est aussi partie prenante de cette réforme-là. Je suis la formatrice ici au CRETFP Région Maritime. Nous nous retrouvons dans la section engins et équipements motorisés. Dans cet atelier, nous avons la section mécanique moto, la section électricité auto, la section carrosserie peinture et la section mécanique auto. Donc là où nous sommes, c'est la section mécanique automobile.
J'ai été formée au lycée technique de Sokodé, en maçonnerie et au CFR. Les offres de formation dans les plateaux sont très variées, surtout dans le domaine industriel et artistique. Avec le CEA de Kpalimé qui offre la formation en céramique, en sculpture, en batik, en coupe-couture, en coiffure, en cuisine. Et le CRETEP Kpalimé qui offre la formation en froid climatisation, en mécanique automobile, en menuiserie bois, en électricité auto, en mécanique d'entretien et en électricité d'équipement, en maçonnerie, en plus des séries tertiaires G1, G2, G3. Le lycée d'Atakwame offre également pratiquement les mêmes spécialités. En plus de cela, il y a des privés qui offrent une pléthore de formations, surtout les BT, génie civil, génie électrotech. Il se trouve que le secteur privé s'intéresse beaucoup et vous accompagne à la formation des jeunes. Est-ce que c'est la même spécialité ou bien ils viennent juste compléter ce que vous ne disposez pas? Nous ne pouvons pas parler de la formation professionnelle ou bien de l'éducation en général en faisant abstraction à l'apport du privé. Les privés en font autant. D'accord? Que ce soit au niveau... Mais c'est vous qui leur donnez l'autorisation d'abord, n'est-ce pas? Oui, c'est nous qui donnons l'autorisation. Il y a une structure qui s'occupe des agréments, que nous appelons la CPO, qui s'occupe de ça. Et il suffit d'avoir l'intention de faire les demandes jusqu'à ce que ça n'aboutisse et vous avez l'agrément. Si vous êtes un privé, vous êtes autorisé donc à former dans les filières choisies. D'accord. Donc vous continuez. Tout récemment, l'Union nationale primaire secondaire a dû faire le recensement de certains établissements d'enseignement général qui ne répondent pas aux normes et ces établissements ne pourront pas ouvrir leurs portes à la rentrée. Est-ce que c'est le cas au niveau du privé de l'enseignement? Non, quand nous on a fait le recensement de tout ça, là, aucun établissement ou bien centre de formation privé formant dans la formation professionnelle ou bien dans l'enseignement technique n'est pas dans cette dynamique-là. Nous sommes en règle quand même. D'accord, nous sommes en règle. Oui. Donc, je peux revenir sur la première question. Ouais. La question qui a été posée, c'est de voir l'apport des privés, les filières que... Oui, effectivement, nous pouvons dire que les privés, avec l'appui qu'ils font, facilitent le travail de terrain à beaucoup d'égards parce que actuellement, il y a des préfectures qui sont complètement dénudées de centres de formation et nous constatons qu'il y a des privés qui opèrent dans ces préfectures-là. Aujourd'hui, nous avons un système d'information géographique dont le leader est mon ami, le directeur, il va en parler. Et nous avons le développement des compétences techniques et professionnelles aujourd'hui. Tout a été catalogué, d'accord? Mais s'il faut parler de l'existant aujourd'hui, nous pouvons dire que les privés, ils sont plus nombreux d'abord que les établissements et centres de formation publics. Et ensuite, c'est pratiquement les mêmes spécialités que nous avons, que ce soit au niveau du public, au niveau du privé aussi, d'accord? Mais à cette rentrée 2023-2024, il y a des établissements qui ont fait des demandes d'ouverture de nouvelles spécialités qui ne se faisaient pas. Si nous prenons le cas du CRETEP d'Apaon, il a fait la demande pour ouvrir la menuiserie aluminium. Oui, nous avons agréé parce qu'ils sont dans les savanes, le bois est rare, il faut aller. Ça, c'est une très bonne innovation. Et la demande est forte aussi. La demande est très forte. Donc, le ministre n'a pas hésité à accorder cette demande-là d'ouverture de la menuiserie aluminium au CRETEP d'Apaon. Sinon, dans les autres centres privés comme publics, c'est les spécialités de l'artisanat, agro-silvo-pastoral, hôtellerie, cuisine, restauration, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, vous êtes au niveau stratégique et vous portez un regard sur tout le travail qui se fait sur le terrain, vous faites le suivi aussi. Alors, quel est le regard vraiment, quelle appréciation que vous faites sur la qualité de la formation au niveau
du privé et vous profitez pour nous parler un peu du SIGE. Voilà, le système d'information géolocalisé, c'est ça? Géographique. Ou géolocalisé, ça s'entend aussi. Sinon, le privé aujourd'hui, il faut le dire, accompagne beaucoup l'ITFP, l'État au niveau de la formation technique et professionnelle, parce que quand nous prenons nos statistiques, nous constatons que 2/3 de nos apprenants sont inscrits dans l'établissement privé. Vous comprenez combien le privé accompagne l'État dans la formation de nos jeunes. Maintenant, quant à la qualité, elle varie. Elle varie selon les ressources mises en place par le promoteur. Donc, elles seraient être les mêmes d'un établissement à un autre, mais nous veillons à ce qu'il y ait quand même un minimum. C'est d'ailleurs pourquoi, quand il disait tantôt que les inspecteurs ont fait leur travail sur le terrain, aucun établissement n'a été retrouvé donc dans cette liste-là que notre ministre titulaire a sorti. Donc, la qualité, elle reste à être améliorée et nous y travaillons pour cela, nous faciliter l'insertion professionnelle de nos jeunes. Le système d'information géographique, en fait, c'est un outil que nous avons développé pour permettre de communiquer ou de mettre à la disposition du public et surtout des jeunes et de leurs parents les offres de formation sur toute l'étendue du territoire. C'est un outil digital. Il suffit d'aller seulement sur le site du ministère www.edutech.gouv.tg et vous retrouvez donc le système d'information géographique. Quand vous cliquez, vous entrez là, vous avez une carte du Togo sur laquelle vous retrouvez des points. Chaque point représente les mailles donc, du territoire, ça veut dire les mailles donc, du territoire par nos établissements. Puisque chaque point représente un établissement. Et quand vous cliquez sur un établissement, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour vous et qui vous donne des informations sur l'établissement. Les filières offertes, et même vous avez des informations en son, en image sur l'établissement. Et ça facilite l'orientation, ça facilite le choix des filières et pour les parents et pour les apprenants. Et voilà ce que je pouvais dire sur ce système d'information géographique. Monsieur le directeur Nikwe, alors vous qui gérez cette direction, probablement, comme vient de le dire monsieur Olou, beaucoup d'initiatives sont prises pour améliorer la qualité, aussi bien dans les centres de formation publics comme privés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire certaines des innovations qui sont entrées en vigueur? Il y a une nouvelle dynamique que nous insufflons à ce département, à ce sous-secteur aujourd'hui. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en pleine réforme. On s'est dit qu'il faut changer un peu de paradigme. Il ne faut pas rester sur l'existant. Il faut améliorer et donner des innovations. Effectivement, pour parler de la qualité de la formation, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Qualité de la formation, il faut d'abord parler des ressources humaines, la qualité des formateurs. Ouais. Donc, depuis un certain temps, nous sommes dans cette dynamique de formation et de renforcement, de capacités. Et oui, permanent des formateurs du sous-secteur. Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi les réformes curriculaires. Avec la direction de la pédagogie et des programmes aujourd'hui, plusieurs programmes sont en train d'être élaborés et les anciens qui nous trouvons dépassés sont en train d'être revisités. Donc, un grand travail qui se fait à ce niveau-là aussi. Bon, il y a aussi, à part ces deux-là, les équipements dans nos centres. Il y a les équipements dans nos centres. Il y a certains centres qui ont commencé, avec l'appui du ministère, à rénover leurs équipements, avec l'appui des partenaires aussi, qui nous accompagnent dans ce système-là. D'accord? Au-delà de ça, il y a même pas seulement le renforcement des capacités au niveau des formateurs à la CRE, ou bien des techniciens en atelier, même le staff dirigeant des établissements sur des formations, sur le management, sur le leadership, sur le coaching, etc. Nos secrétaires même ont été formés à la donne, vous voyez. Et au-delà, pour parler de la qualité surtout aussi, nous avons mis aujourd'hui sur le chantier, c'est un vaste programme que le ministre Audin a développé avec l'appui des directions centrales,
hein, par les stages obligatoires. Stages obligatoires pour tous les niveaux et pour toutes les spécialités. Pour les apprenants? Pour les apprenants, que ce soit les apprenants des tertiaires légers ou bien les industriels cycle long, les F, ou bien les industriels cycle court dans les centres de formation professionnelle. C'est ça, c'est obligatoire, c'est systématique, avec des codes bien spécifiés. Et au-delà, nous avons actuellement, nous allons rentrer dans la deuxième année de cette implémentation, le régime de la formation par alternance. D'accord? Donc, c'est un processus de formation qui se déroule. Il est différent du système dual? Oui, c'est le dual rénové, disons. Okay. Voilà. On le comprend comme ça. C'est le dual rénové. D'accord? Système de formation en alternance, c'est-à-dire que c'est pour gérer le trop-plein d'effectifs dans certains centres, par exemple, où on divise l'effectif en deux. Un groupe reste au centre pour l'acquisition des compétences théoriques et l'autre groupe, le groupe 2 par exemple, va en entreprise pour l'acquisition des compétences pratiques. Ouais. On a fait une première expérience en 2022-2023 qui a été très concluante. Les parents en ont parlé, les entreprises auprès desquelles nous avons mis ces apprenants ont très applaudi le système. Les apprenants même n'en parlent pas. Ils ne voulaient même plus revenir au centre pour continuer leur formation. Et disons-nous bien, cette première expérience ne concerne que les premières années. C'est ça. Rien que les premières années. D'accord? Tout cela vise quoi? L'amélioration de l'acquisition des compétences professionnelles et techniques. Pour que le profil de sortie puisse vraiment effectivement, aider. Le résultat, c'est que nous voulons en découdre avec ce que nous avions appelé l'inadéquation emploi-formation. Oui, oui. Maintenant, il faut aller vers l'adéquation même. De telle sorte que quand les apprenants sortent du système, qu'ils répondent aux besoins réels du marché du travail. Nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. D'accord. Et comme l'a dit le directeur Oulou, vous savez, le système enseignement technique et formation professionnelle n'est pas trop connu. Il faut maintenant une sensibilisation de la population. Mais vous avez déjà commencé avec la première édition, deuxième édition de la oui. de l'ETP. Et même les sensibilisations que chaque direction fait en sortant sur le terrain. D'accord? Nous faisons des tournées pour ça, pour galvaniser la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour la formation professionnelle. Il n'y a pas d'âge pour l'école. D'accord? Là où nous sommes, nous pouvons nous inscrire dans un centre de formation pour acquérir des compétences professionnelles, des compétences techniques. Ça se fait. Dans les pays développés, on sort avec ça. Là, tu sors avec un certificat de fin d'apprentissage ajouté à ton CV. Tu peux être docteur, tu peux être médecin, quoi là. Mais il faut quelque chose de pratique. Tout à fait. Entre la main pour pouvoir subvenir à certains de nos besoins. Aujourd'hui, avec la dynamique que nous avons insufflée au sous-secteur, il a dit qu'on a eu un accroissement de 1,7%, mais en chiffres, ça fait 15 000. De 2020 à 2023, nous avons pu intégrer à ce sous-secteur 15 000 apprenants. Ce n'est pas petit. Monsieur le directeur, intégrer 15 000 apprenants suppose que vous devez être probablement confronté aux problèmes de structure d'accueil et d'équipement et même du nombre de formateurs. Est-ce que vous êtes en train de donner des réponses à toute cette préoccupation que soulèvent souvent les chefs d'établissement qui accueillent les enfants? Déjà, à cette rentrée, les chefs d'établissement sont confrontés à cette forte demande, forte sollicitation des jeunes qui commencent vraiment à comprendre l'importance de l'enseignement technique et la formation professionnelle pour sortir du chômage ou pour n'y pas y aller. Et donc, comme vous le dites, des dispositions sont en train d'être prises pour augmenter les capacités d'accueil avec l'appui de nos partenaires. Et nous avons construit de nouvelles salles de classe. On a eu à équiper
certains centres, pas tous tout de même, parce que les moyens ne suivent pas autant. Et donc, vous nous prenez par exemple le PAPV, nous a appuyé dans 10 établissements. 10 établissements où nous avons construit des bâtiments de 3-4 salles de classe avec les magasins, les ateliers et tout. Pour ce qui est des enseignants, le gouvernement a fait de gros efforts. Déjà, un concours est lancé, dont un nombre très important va être recruté. Mais pour ce qui concerne l'ETP, qui est important, c'est qu'il y aura 411 agents de spécialité et enseignement technique formation professionnelle. Sans compter les enseignants des disciplines transversales. Voilà. Donc, vous comprenez que l'État fait de gros efforts et que nous sommes en train de nous préparer sérieusement. Mais où est-ce que vous allez tous ces apprenants. Ces enseignants de spécialité, où est-ce que vous allez les former pour qu'ils puissent être véritablement opérationnels? Voilà. Ils sont recrutés d'abord sur la base de leur diplôme, mais nous comptons, avant qu'ils ne puissent aller sur le terrain, suivre une formation au niveau de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel qui se prépare déjà pour donc accueillir justement ces cohortes-là dès que les résultats vont être proclamés. Voilà. Et leur formation va continuer, comme l'a dit Antoine. Exactement. Il y aura une première formation, après il y aura des formations initiales, il y aura des formations continues sur des thématiques diverses. Voilà. Le directeur disait en tant que les enseignants de toute façon sont formés régulièrement. Est-ce que dans la formation, vous veillez à ce que le secteur privé qui vous accompagne aussi, leurs enseignants soient enrôlés dans ce schéma de renforcement des capacités? Bien entendu. Et comme je l'ai dit, si nous oublions le privé, ce serait grave. Ils forment 2 tiers des Togolais. Le ministre a l'habitude de dire sur 3 élèves, le privé forme 2. Si nous, on fait seul notre politique, à nous seuls, donc ça veut dire que nous n'allons pas atteindre les objectifs de capacitation des jeunes à l'emploi. Voilà. Et donc, ces formations aussi sont ouvertes au privé. Et nous pensons aller plus loin. Et institutionnaliser même les formations initiales et continues, de manière à ce que chacun puisse venir payer et se former. L'Institut national de formation professionnelle est en train de faire son toilettage aussi pour se mettre aux normes et commencer donc par ouvrir des formations. Ne pas attendre, c'est pas qu'il y ait d'abord un besoin, mais anticiper sur les besoins en ouvrant donc des formations pour enseignants. Et que ce soit enseignants du public ou du privé, pourront venir s'inscrire, payer et se former pour être plus aguerris donc, au métier de formateur. Voilà. Oui, alors, je peux ajouter en disant que récemment, il y a une convention même qui est signée avec les privés dans ce cadre-là. On ne peut pas oublier les privés dans le cadre de l'éducation. D'accord? Une convention a été signée avec les privés. La DRPA même est membre du pilotage de cette convention-là. En plus de ce qu'il a dit, et oui, effectivement, dans nos formations, nous n'oublions pas, au fait, les enseignants du privé. Hein. Nous n'oublions pas les enseignants du privé. Et je me souviens, quand on était à l'intérieur du pays en tant qu'inspecteur, les formations que nous organisons, nous demandons au privé de participer à ces formations pédagogiques-là en vue de lancer les formateurs, les enseignants sur le terrain. C'est ce que nous faisons régulièrement. Ils n'ont pas été oubliés. Maintenant, nous voulons aller vers une formalisation et c'est ça ce que le directeur Olu a dit. C'est ça. Former les jeunes est une chose, faciliter leur insertion professionnelle aussi en est une autre. Alors, comment vous prenez pour qu'ils puissent eux-mêmes, à la sortie, s'installer à leur propre compte et continuer de travailler même en collaboration avec les structures de formation d'où ils sont issus, etc. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. Hein. C'est une très belle question. J'ai apprécié la nature même de la question. Vous savez, je venais de le dire que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui. Il faut changer de paradigme. C'est ça. À l'époque, l'insertion ne préoccupait pas les formateurs. On forme parce qu'on veut former. On forme parce que l'apprenant veut être formé. Voilà. Et à l'époque, peu importe ce qu'il va devenir après. Nous constatons de jour en jour aujourd'hui que le chômage
devient grandissant dans tous les pays du monde. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer par former et lâcher les formés sur le carreau sans penser à eux? Non. Ce que nous faisons aujourd'hui, on forme dans l'idée d'insérer. Et quel type d'insertion aussi? On ne peut pas insérer quelqu'un 3 mois, 1 an après, on ne le retrouve pas dans son atelier. Donc, l'insertion doit se mesurer dans la durabilité, comme nous le disons. D'accord? Et pour aller vers cette dynamique, nous avons des cours d'entrepreneuriat que nous dispensons dans nos établissements pour permettre aux formés d'avoir d'abord un plan. Un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Un plan de sortie. Pouvant lui permettre maintenant, après sa formation, de créer son entreprise. Parce que le meilleur choix aujourd'hui, c'est de créer sa propre entreprise, sa propre structure. Et celui qui rentre dans cette dynamique, il y a toutes les opportunités du monde. Nous disons que la formation professionnelle est la voie la meilleure pour éviter le chômage aujourd'hui. La voie la meilleure aujourd'hui. Oui, pour éviter le chômage. La formation professionnelle, à elle seule, a 3 opportunités. Lesquelles? Lesquelles? Tu peux être ton propre entrepreneur, ou bien tu peux te faire embaucher chez quelqu'un de ta spécialité, c'est toujours l'insertion, ou bien, si tu veux être fonctionnaire, tu attends le concours, tu passes le concours, quand tu réussis, tu rentres en fonction publique. Ça fait 3 opportunités. Avec d'autres là, il n'y a même pas de retraite. Tu es là, tu travailles jusqu'à un niveau donné, tu peux abandonner ton entreprise à tes enfants, ou bien de tierces personnes, etc. Aujourd'hui, nous formons dans cette dynamique-là. Et nous avons mis en place à la DRP même ce que nous appelons la formation de courte durée, dont la première cohorte a fini. Et cette cohorte-là, c'est une petite cohorte d'expérimentation, 65 jeunes. Avec l'appui de la GIZ, ils sont là aujourd'hui. Et nous avons mis en place un système de suivi et de coaching. Nous allons jusque dans leur lieu d'implantation, sur toute l'étendue du territoire, d'Aneho jusqu'à Dakao, jusque dans les savanes. On les suit. Et comme ça vous permet de recueillir un peu leurs difficultés. Et préparer même aujourd'hui une phase d'extension. Parce que nous voulons, d'ici 2025, aller à 1000 jeunes. Voilà. Former 1000 jeunes capables de s'insérer automatiquement après la formation et capables de s'installer dans leur milieu d'origine. Nous ne voulons plus former pour les envoyer encore vers la ville en pratiquant l'exode rural. Nous devons assainir nos milieux aujourd'hui. La ville n'est pas la seule Eldorado. Bien sûr. Mais il y a plus de potentialité en campagne qu'en ville même. Bien sûr. Vous voyez? Donc nous sommes dans cette dynamique-là aujourd'hui. On forme pour insérer. D'accord. Et l'insertion dans la durabilité. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Oui. Alors, monsieur le directeur Bolobou, qui fait disons, le suivi de tout ce que font les directions. Oui. Et vous recueillez les statistiques, parce que votre direction est bien nivelée, hein? Oui. Direction des statistiques, de la recherche et de la planification. Alors, quels sont les retours que vous avez de ceux qui sont formés et de ceux qui arrivent à s'insérer? Bien, d'abord, merci pour la question. Je voulais revenir un peu sur ce que venait de développer mon collègue. Les formations de courte durée, c'est vraiment une solution que nous avons trouvée pour aider surtout les chômeurs, ceux qui ont déjà eu un diplôme quelconque, qui sont en mal d'insertion parce que leur profil ne répond pas. Et donc, on lance un appel à concurrence, on recrute des gens, ils ont un projet et ils se font former sur un métier donné. Et pour une durée très courte, moins d'1 an. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois, 4 mois, ainsi de suite, selon les métiers. Et dès qu'ils finissent, il y a un accompagnement jusqu'à ce que la personne s'insère.
Et cette première expérience avec les 105 jeunes dont il parlait, aujourd'hui, après leur formation, tous se sont déjà intégrés. Ils sont installés comme il le dit. Vous voyez donc que c'est vraiment une bonne approche et nous comptons aller à l'échelle avec 1000 jeunes. Nous profitons aussi pour lancer un appel donc, aux partenaires intervenant dans le domaine qui veulent bien nous accompagner pour que nous puissions développer encore d'autres cohortes et aller vers d'autres filières qui sont aussi porteuses. Le numérique, je crois que ce que nous avons fait, c'est dans le domaine artisanal, de la transformation et des produits agricoles, voilà, et agro-industrie. Donc maintenant, on voudrait aller vers le numérique et vers d'autres domaines prisés. Voilà. Donc vous me posez la question de savoir quel retour nous avons de ces sorties ou des sortants de notre système. Et de façon empirique, je dirais, parce que nous n'avons pas pu mettre en place, jusqu'au jour d'aujourd'hui, un dispositif qui nous permet d'avoir le retour d'informations de façon exacte. Cette réforme est en cours, je vais en parler bientôt. Mais de façon empirique, ce que nous savons, c'est que nos jeunes sont en mal d'insertion. Et c'est justement ce qui explique aujourd'hui toutes les réformes que nous sommes en train de mettre en place pour que cela ne soit plus le cas, pour que les jeunes en sortant puissent facilement s'insérer. Donc aujourd'hui, le paradigme, c'est que nous formons pour l'insertion, nous ne formons plus pour former. Alors, en termes de réforme, nous sommes en train de mettre en place un dispositif digital que nous appelons Insert Jeune. C'est un outil qui permet d'enrôler donc tous nos apprenants, déjà au moment où ils sont en cours de formation, mais au même moment, nous tentons d'enrôler ceux qui sont déjà sortis, au moins les 3 dernières cohortes qui sont sorties, nous les enrôlons sur cette plateforme. Et sur cette plateforme, il y a les entreprises qui sont aussi enrôlées, les établissements de provenance et ces diplômés ou ces élèves. Cela nous permet donc d'avoir de l'information sur leur situation d'occupation en temps réel. Nous allons bientôt faire le lancement officiel de cet outil important qui a déjà connu sa migration avec son implémentation sur le data center du gouvernement. Et nous allons bientôt faire son lancement. Et je crois que ça va pouvoir nous donner en temps réel le retour d'informations sur la situation d'occupation de nos sortants, les difficultés qu'ils connaissent. Et cela nous permettra aussi d'ajuster notre dispositif de formation. Tout à fait. Les curricula vont être mieux élaborés en fonction du retour d'information que nous aurons. Et quels sont les métiers qui sont en perte de vitesse, qu'il faudrait peut-être, les filières là qu'il faudrait peut-être fermer, quelles sont celles qui sont en vogue, sur lesquelles il faudrait maintenant mettre l'accent. Donc c'est vraiment un outil important qui nous aiderait et nous y travaillons activement. Le lancement est prévu pour la fin du mois d'octobre. Tout à fait. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous nous prenez au vol, sachez que nous sommes en train d'explorer le thème portant sur la formation, la nécessité pour les jeunes de se former pour échapper ou ne pas tomber dans le chômage. Et pour le faire, je n'avais pas d'autres meilleures personnes ressources du ministère que les 2 directeurs, M. Wolou de la DSRP et M. Nikwe, voilà, le directeur de la formation professionnelle. Alors, monsieur le directeur, souvent, le langage du commun du mortel, c'est dire que, bon, on parle aujourd'hui des métiers porteurs. Alors qu'il y a beaucoup de formations qui débouchent sur les métiers. Et quels sont ces métiers-là qu'on peut appeler métiers porteurs aujourd'hui en ce qui concerne la formation professionnelle? Je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est une question d'actualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, aujourd'hui, tout le monde métier porteur. C'est vrai, effectivement, il y a une classification aujourd'hui. Les métiers porteurs, les métiers en tension, etc., etc. C'est le vocable aujourd'hui. Et je vous dirais que nous avons, à la DRPA, fait un grand travail sur les métiers porteurs, et avec l'appui. Vous avez même sorti un ouvrage, non? Vous avez sorti un ouvrage sur les métiers porteurs. Non, c'est un travail hybride qui est là, d'accord, commandé par l'UMOA, avec l'appui du PROFOR, c'est-à-dire Programme régional de formation professionnelle. C'est dans le cadre de l'UMOA. Et on a fait ce travail-là qui a commencé depuis Bamako pour atterrir à Lomé,
et ainsi de suite. Donc, on a fait un atelier à Ouaga en avril, d'accord, 2023 cette année, où il a été demandé, d'abord on a fait un canevas d'identification de ces métiers porteurs, et ensuite il a été demandé à chacun des 8 pays de l'UMOA, plus le Tchad qui est dans le Profor, de faire des ateliers nationaux en vue d'identifier 24 métiers porteurs. Maintenant, ces 24 métiers porteurs ont été filtrés dans un atelier au Sénégal où chaque État de la sous-région a des métiers à développer. Et l'ensemble de ces 24 métiers-là sont les métiers porteurs dans lesquels il faut former la jeunesse dans les pays de... Quelques-uns des métiers. Très bien. Très bien. Avec la possibilité de mutualiser. Oui, oui, très bien. Chaque pays va pouvoir mutualiser avec l'autre. Très bien. Bon, si nous prenons le cas du Togo, on a le métier de transformateur de déchets biodégradables, d'accord. Il y a le métier de... transformateur et conservation de fruits, légumes, céréales. Oui, transforme légumes et céréales. Nous avons aussi maintenancier en équipement. Oui, matériel médicaux. Ce sont des métiers, au fait, qui sont des métiers décents. Des métiers qu'on peut exercer à longtemps. Des métiers qui nourrissent celui qui l'exerce. Des métiers dans lesquels on peut recruter beaucoup de gens aussi. Ce sont ces métiers-là que nous avons désignés de métiers porteurs. D'accord? Mais au-delà de ce travail sous-régional, nous avons des spécificités. Si nous parlons des formations de courte durée, ce que nous avons implémenté au Togo, dont le leader est la direction de la formation professionnelle de l'apprentissage, dont je suis le directeur. Oui, avec l'appui de la GIZ, on a identifié 6 métiers porteurs comme ça. Par exemple, la transformation de fruits en jus, sirop et confiture, la transformation de poissons et viandes, la grillade. On a eu la pisciculture, on a eu l'élevage de volailles et de petits ruminants, on a eu les techniques d'irrigation et de compostage. C'est dans ces 6 métiers-là que 9 entreprises ont formé les 65 jeunes dont nous avons parlé aujourd'hui. Et comme il a dit, au-delà de ces métiers portant sur l'agro-industrie et l'agro-pastoral, nous voulons aller maintenant vers une extension aussi bien au niveau des ressources humaines qu'au niveau des métiers aussi, au niveau des centres de formation. Il a parlé du digital. C'est un métier aussi porteur aujourd'hui avec l'évolution technologique. On ne peut pas se passer du digital. Le Togo ne peut pas rester en marge. Bien sûr. D'accord? Donc, voilà des métiers vers lesquels, et puis aller vers les métiers pointus de l'artisanat aujourd'hui. C'est ça. Alors, tout récemment, au cours de ce mois de septembre, il y a eu une rencontre des ministres en charge de la formation professionnelle de l'UEMOA, c'est ça? Oui. Alors, on va écouter certains participants au cours de cet atelier pour montrer un peu comment le gouvernement ou les gouvernements de l'UEMOA portent une attention vraiment particulière à cette formation, à cette question de formation professionnelle des jeunes. Au cœur de la 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle dans l'espace UEMOA, s'inscrit la question d'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. C'est le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe qui a, au nom du chef de l'État Faure Sozimna Singbe, ouvert les travaux de la conférence. À ce rendez-vous de Lomé, les 8 pays de l'espace plus le Tchad vont s'accorder sur un nouveau dispositif de veille informationnelle et communicationnelle efficace à même de booster l'emploi décent et l'insertion socio-professionnelle dans l'espace. Au regard des mutations et des métamorphoses que subit le marché du travail, face à une jeunesse non préparée pour s'y adapter aisément, il était devenu nécessaire, voire impérieux, de procéder périodiquement en une sorte
de veille économique active, à l'évaluation du double secteur formation-emploi afin de l'arrimer aux exigences d'un environnement de travail de plus en plus dynamique. Au regard des défis communs en matière d'emploi, les États devront investir massivement dans le capital humain, faciliter et encourager la transition des jeunes de la formation à l'emploi. En saluant les efforts déjà consentis par chaque pays pour le bon fonctionnement de la dynamisation de votre organisation, la Commission de l'UEMOA, par ma voix, vous assure et vous rassure de son soutien, de son accompagnement pour l'atteinte de ces objectifs partagés. Vous me permettez, au nom du président de la Commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Faure Osozima Gnassimbe, président de la République togolaise, son infinie reconnaissance pour avoir autorisé la tenue de cette 14e conférence des ministres de l'espace UEMOA en charge de l'emploi et de la formation professionnelle en terre togolaise, terre d'hospitalité légendaire. Les difficultés d'accès à l'emploi décent sont des menaces à la stabilité et à la paix, ainsi qu'à la cohésion sociale. Le chef de l'État, Faure Osozima Gnassimbe, pour répondre plus efficacement aux ambitions de développement du pays, a fait de la promotion de l'emploi des jeunes et l'insertion socio-professionnelle un axe phare de sa vision, relève le chef du gouvernement. Il s'agit donc de missions auprès des chefs d'État pour faire donc le plaidoyer afin que l'emploi et la formation soient classés au rang donc des priorités donc des États. À l'endroit donc des États, c'est de mettre en place le système d'information sur le marché du travail. À l'endroit donc de l'UEMOA, nous mettons en œuvre donc un programme régional de formation professionnelle qui coûte 4 milliards. Et il a été donc constaté qu'il y a un retard au niveau donc de ce programme-là. Et on demande donc à l'UEMOA d'alléger vraiment les procédures. Nous avons une population avec une forte proportion donc des jeunes. Mais il y a aussi le faible tissu embryonnaire de nos entreprises. Parce que généralement, c'est au sein donc des entreprises que les gens sont censés travailler. Donc nous n'avons pas véritablement d'entreprise de transformation. Ce n'est pas assez pour pouvoir donc absorber donc le grand lot des jeunes. Mais il y a aussi que les formations des jeunes ne sont pas forcément adaptées aux besoins donc, de l'économie. Vous verrez souvent lors de certains recrutements, on cherche des profils qu'on ne trouve pas. Monsieur le directeur, vous avez participé à cette rencontre? Oui, j'étais là. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette rencontre? C'est d'abord l'importance de la formation professionnelle pour sortir du chômage ou pour éviter d'y aller. Parce que ce sont les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette continuité qui doit exister désormais entre la sphère de la formation et la sphère de la production, donc de l'emploi. Et ça a été martelé et ça a été l'occasion de réflexion sur les réformes à mettre en place dans tous ces pays, afin que cette continuité-là soit de mise et que ce que nous formons ne puisse plus se retrouver au carreau, mais puisse servir à quelque chose, contribuer à la création de richesses. Vous avez parlé tout à l'heure de la mutualisation, comment, quand le directeur devait intervenir. Oui. La mutualisation, ça suppose quoi? Parce que, vous savez, pour former, il faut des ressources. Ressources matérielles, ressources financières, mais surtout ressources humaines. Une autre ressource très importante, ce sont les curricula. Nous appelons les ressources pédagogiques, le contenu de l'enseignement. Il faut mettre ça en place et ça coûte de l'argent. Au niveau de l'enseignement général, ça coûtera moins de l'argent qu'au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle parce qu'il faut faire appel aux professionnels, ceux que nous appelons les experts, qui doivent pouvoir venir dire ce qu'ils attendent comme compétences pour que les méthodologues, ceux qui sont spécialistes du développement des curricula, puissent traduire cela en un programme de formation ou en un curricula. Et ça, c'est un processus qui est long, coûteux en ressources humaines et en ressources financières. Alors, nous avons trouvé bon, à travers donc, ce projet que venait de développer mon collègue, et de mutualiser au niveau de l'espace UEMOA ces ressources disponibles. Si déjà un pays a des curricula de formation
pour une filière, le Togo pourra s'inscrire, faire la demande et puis adapter le curricula maintenant au contexte togolais. C'est moins coûteux d'adapter que de faire un curricula tout neuf. Vous voyez, c'est des millions que pour faire un curricula, ça coûte de l'argent. Voilà la nécessité donc de la mutualisation et de toute son importance. Voilà. Oui, parlant de la conférence qui a eu lieu récemment, oui, au fait, c'est un travail à deux niveaux qui a été fait durant la semaine passée du 12 au 15. D'abord, du 12 au 14, c'était la réunion des experts. 3 types d'experts. Experts en système d'information sur le marché du travail, experts en emploi et experts en formation professionnelle. Dans la sous-région maintenant, on veut aller dans un sens pour éviter la dispersion des énergies. Hein, c'est le système qui est trouvé et pour épargner aussi. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est ça, aller vers la mutualisation des ressources pédagogiques. Il a bien expliqué, d'accord? Et ils ont, on a créé ce qu'on appelle entité nationale de mutualisation. Entité nationale de mutualisation. Au Togo, il y a 2 experts qui s'occupent de ça. D'accord? Et ils font leurs travaux sur des plateformes. Et il y a même un portail numérique pour ça. D'accord? Vous cliquez tout ce que vous voulez, mais il faut faire la demande d'abord. La demande doit être agréée avant d'avoir accès à ce portail-là. C'est très important. Cela permet une bonne mutualisation, cela permet de réduire les coûts d'élaboration des curricula, ainsi de suite. Surtout quand on sait qu'en matière de formation professionnelle, c'est une pléiade de formation qui existe. Voilà. Quand on prend tous les secteurs de métiers qui existent, et il faut développer leurs compétences, il faut donc les curricula à chaque fois, c'est pas facile. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, notre temps imparti à l'émission tend pratiquement à finir. Et donc, je vais demander au directeur de nous parler des défis qui se posent et ce qu'il y a lieu de faire pour que à cette rentrée scolaire 2023-2024, tous les apprenants qui passent par l'UTFP soient des enseignants qui aient un bon profil de sortie. Et ce serait leur mot de fin pour clôturer l'émission. Je ne commence pas le directeur. D'abord, nous allons rentrer avec des effectifs pléthoriques dans les salles. Ça, c'est dû aux publicités que nous avons faites autour de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes accourent maintenant vers la formation professionnelle. Ils savent maintenant qu'aller plus loin, la substance que nous voulons chercher plus loin est déjà dépassée. Donc, il faut revenir en arrière. Et vous allez voir que dans nos centres de formation, aujourd'hui, il y a des universitaires qui nous inondent. Après le bac, certains ont fait même la licence, même le master, je vous dis, ils reviennent à la formation professionnelle. Ils ont maintenant compris que c'est le seul gage qui peut nous faire sortir du chômage. Donc, avec le système d'alternance que nous avons mis en place, nous n'avons pas peur pour gérer les effectifs. Non, on n'a pas peur. Oui. Et en plus de cela, nous avons donné instruction à nos responsables d'établissement. Et aux inspecteurs aussi. Je vous dis, quelle que soit la filière voulue par une fille sans grande étude de dossier, il faut prendre. D'accord. Alors, merci. Merci, M. Diateur. Merci. Oui, le temps. Donc là, moi, je vais juste mettre l'accent sur un point. C'est l'information que nous devons apporter aussi aux jeunes. Très important. Pour que, déjà, au moment où ils sont en train de se former, qu'ils pensent à la sortie ce qu'ils vont faire. Donc, dans l'orientation, le choix des filières, nous avons mis dans la phase pilote de développement de l'outil Insert Jeune 50 points focaux qui sont en train d'animer la thématique de l'insertion professionnelle. Parce que l'insertion professionnelle doit commencer déjà au moment où l'on fait le choix de la filière et au cours de la formation. Maintenant, dans les tout premiers mois de la sortie de sa formation, on a besoin d'un accompagnement. Et il faut l'information. Beaucoup de jeunes ne sont pas informés.
Et je crois que le manque d'information fait que les jeunes vont dans tous les sens et sont laissés à eux, parfois tombent dans, dans le chômage, alors qu'ils auraient dû, voilà, en prenant un certain nombre de dispositions, et pouvoir échapper donc à ce chômage-là. Voilà ce que je dirais en termes de défis. Merci, monsieur le directeur. Alors, la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, est en train de jouer sa partition pour combler le déficit d'information dont parle le médiateur. Et nous espérons que cette émission est bien suivie par les apprenants, les parents et aussi les acteurs qui pilotent au niveau déconcentré le sous-secteur de l'ETP. Alors, cette émission ne sera pas la seule parce que, au vu de tout ce qu'on dit, mes invités, je crois que nous devons braquer nos caméras maintenant sur le terrain. Voilà, on va aller sur le terrain, dans les centres de formation pour voir ces jeunes qui ont pu s'insérer. Voilà, ils vont témoigner pour rassurer ceux qui hésitent encore. Chers téléspectateurs, nous tenons véritablement à vous dire merci. Merci aussi à nos invités qui malgré leur calendrier véritablement très chargé, ont accepté d'être avec nous pour partager, pour communiquer, pour informer la population sur tout ce qui se fait dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. D'ici là, moi je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.